vois qu'il y a des fidèles qui participent au webinaire, ça fait plaisir. Allez, 31, on va dire qu'on y va. Vous en avez l'habitude, on fait un webinaire généralement une fois par mois, pour parler de la performance au bloc opératoire. Et donc, ben, aujourd'hui, on va continuer de garder cette bonne habitude et de parler un petit peu avec vous de points spécifiques. Aujourd'hui, on a voulu faire les choses, en fait, de façon un petit peu inversée, en parlant pas non pas de ce qu'il fallait faire, mais de ce qu'il ne faut pas faire. Après, bien entendu, bah, on mettra face à quelques déviances de fonctionnement, des bonnes pratiques, sachant que, voilà, j'ai parlé de 10 erreurs à éviter au bloc opératoire pour piloter son bloc. J'en ai pris 10, ça aurait pu être, 10 autres, il y aurait pu en avoir 20. Donc l'idée, c'est de rendre l'échange, si possible, actif et dynamique. Donc vous avez la possibilité, donc sur la gauche, vous voyez, il y a un onglet conversation et QR, donc questions-réponses, sur lequel vous pouvez communiquer avec moi. Et de façon exceptionnelle, sur ce webinaire, j'ai la possibilité d'activer le micro, ou micro et caméra des participants qui le désireraient pour communiquer un petit peu avec nous sur leur expérience ou voilà, juste nous faire remonter des questions un peu spécifiques. Je voulais dire quelque chose en plus que je ne sais plus. C'est vendredi. Et ben, on va se lancer tout simplement. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'aujourd'hui, ce webinaire va être, orienté sur des questions que je vais vous poser, auxquelles je vais vous demander en fait des réponses super synthétiques de quelques mots pour, expliquer soit oui, soit non, soit en fait un fonctionnement en fait, assez rapide de votre bloc opératoire. On commence, je vais partager mon écran. Ah! J'ai fait une bêtise. Et donc là, normalement, vous voyez ma page de présentation. Donc le contenu de ce document, il fait, une trentaine ou une quarantaine de pages. Je ne vais pas toutes les dérouler devant vous aujourd'hui. Toutefois, si vous en avez le souhait et le besoin, vous pouvez faire la demande dans, l'onglet conversation. Vous me laissez votre mail et je vous enverrai donc par la suite le support présentation dans lequel il y a les commentaires qui explicitent, concrètement qu'on se raconte aujourd'hui. Hop, alors on va passer sur Performance Blog. Vous êtes aujourd'hui des habitués de l'entreprise. Donc, voilà, on travaille avec des établissements pour les aider à produire des indicateurs de bloc et en bout de chaîne à prendre des décisions. Si vous voulez en apprendre un peu plus, ben, il faut aller sur datamento.com où en fait, on pourra prendre le temps à la fin de ce webinaire donc, pour échanger à ce sujet. Les enjeux, comme je vous le disais, c'est des choses qui sont détaillées dans le PowerPoint que vous pourrez lire à l'issue de ce webinaire si vous le décidez, et les obstacles également. On va aller très rapidement dans le vif du sujet sur finalement les 10 erreurs à travers les quelques questions que j'ai posées. Donc c'est là que je vais vous demander d'être participatif et de répondre à cette question dans la barre de conversation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous garantissez l'exactitude des données utilisées pour calculer vos indicateurs de performance du bloc opératoire? Donc en résumé, comment est-ce que vous faites pour être certain que vos données sont justes? Alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion de pouvoir noter dans conversation, parce que pour l'instant, je vois rien du tout. Mmh. Bah, peut-être que ça marche tout simplement pas. Donc on va faire comme si vous avez répondu, puis on va continuer? Ça vous va? De toute façon, vous pouvez pas répondre. Donc la première erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas ou de mal corriger ses données d'entrée. Pour moi, c'est vraiment le prérequis à une bonne, démarche de prise de décision et de production d'indicateurs du bloc opératoire. C'est une étape qui est très importante et qui est finalement relativement ingrate et pas très bien valorisée, alors qu'elle est vraiment essentielle, si on veut en fait en bout de chaîne pouvoir décider. Donc là, on parle uniquement de la correction de vos recueils d'informations. On parle, des atypies d'exhaustivité, de chevauchement et de chronologie. Donc il faut que vous soyez vraiment capable de les identifier et de les corriger. Et idéalement, ça serait bien de pouvoir les corriger à la source. Si vous avez un logiciel de bloc, et que vous faites une extraction Excel, c'est bien de corriger sur Excel, mais ça serait encore mieux de pouvoir corriger sur le logiciel de bloc pour que finalement l'information disponible, puisse être propre également en fait aux autres personnes susceptibles de vouloir s'intéresser à ces données. Donc, il faut corriger les atypies. Nous, sur notre plateforme, on a un système expert qui permet de mettre en évidence donc les exhaustivités, les chronologies, les chevauchements. Et je parle bel et bien d'atypies parce qu'il ne s'agit pas toujours d'une erreur. On peut très bien imaginer qu'il y ait deux dates qui ne coïncident pas, une date en fait au 29 avril et une au 30 avril. Et en fait, ça serait un travail qui était fait sur 2 jours parce que l'intervention a été prise en urgence la nuit. Donc, auquel cas, c'est tout à fait possible que ce champ en fait, soit incohérent.
Mais finalement, une fois que vous aurez corrigé ces problèmes d'atypie, ben, vous n'aurez toujours pas la certitude d'avoir des indicateurs qui vont être justes. Faut que vous soyez capable d'identifier toutes les interventions délocalisées et de les rattacher à leur vacation mère. Alors, c'est peut-être un peu du chinois quand je dis comme ça. C'est pour ça, on va prendre un schéma, un planning, pour expliquer un petit peu tout ça. Et donc les habitués du webinaire, voilà, savent un petit peu de quoi il s'agit. Je vais prendre la vacation qui est en salle 3 de 8 heures à 17 heures. Et donc, je vois des interventions qui commencent à partir de 10h21 et qui vont jusqu'à 17h45. Donc, si on fait une extraction classique depuis son logiciel de bloc et que derrière, on produit l'indicateur de taux d'occupation de la vacation, assez classiquement, vous allez proposer de calculer finalement ces quelques heures ici comparées à l'offre de vacation 8h-17h. Ce qui fait que là, vous pourriez arriver à un score aux alentours de 65%. Sauf que dans la vraie vie, parce que le cialytique était peut-être en panne, parce que la salle n'était pas armée, parce qu'il y a différentes raisons, peu importe. La première intervention qui appartient à cette vacation d'orthopédie a eu lieu finalement en salle 1. Et donc finalement, il faut être capable de rattacher cette intervention à la bonne vacation pour que le calcul soit honnête. Et de la même manière, ici, j'ai eu un travail de régulation qui a été effectué parce que j'ai un patient qui est sorti à 16h04 et un autre qui est entré à 16h. Donc, il n'aurait pas pu être dans la même salle. Et donc, pour fluidifier le parcours de soins, je sais que la salle 4 est disponible. Je suis cadre. Je demande à mon chirurgien en fait, d'exercer en salle 4. Donc, il faut être capable d'interpréter ces différentes interventions délocalisées et de la rattacher à la vacation mère. Sinon, pour le cas précis, enfin pour le cas présent, on aurait, là, on a à peu près une spécialité qui a un taux d'occupation qui est pas loin d'être sur le 90, alors que si on calcule uniquement ceux qui ont lieu dans la salle et qu'on rattache à la vacation, on serait aux alentours de 60 ou 65. Donc quasiment 25 ou 30 de 30 points de différence. Donc là, c'est pour un seul jour, donc on peut imaginer que ça soit lissé sur une période plus complète, mais quoi qu'il en soit, vous risquez d'avoir 5 à 10 10 points d'erreur sur vos taux d'occupation de vacation, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait spécifique et sur lequel trop peu de personnes prennent le temps en fait, d'y accorder un peu d'attention. D'une part parce que, ben, c'est pas forcément notre métier de savoir ce qui s'est passé au bloc opératoire et d'autre part parce que c'est assez compliqué depuis un tableau Excel de comprendre ce qui s'est passé. Là, il suffirait que, sur ce planning-là, j'ai 2 spécialités ortho, enfin 2 vacations d'ortho pour que je m'en sorte plus, à savoir qui finalement, devait être propriétaire de l'intervention délocalisée. Donc nous, on a un système expert ça a grisé directement, qui permet en fait d'identifier ces vacations délocalisées. Donc, je vous ai proposé donc des préconisations de bon fonctionnement, de bonnes pratiques. Alors, ça peut être ce que je propose, ça peut être autre chose, peu importe. Mais, voilà, c'est vraiment important chez vous de pouvoir mettre en place une gouvernance sur les données, de définir quelles sont les personnes propriétaires des données, les personnes en charge de collecter ces informations et en fait de leur donner d'une part le temps et d'autre part les règles pour corriger correctement ces recueils d'informations. Et donc, il faut mettre en place aussi des mécanismes de correction. Donc, nous, sur notre solution, on a un système expert qui permet de le faire. Si vous avez une solution de BI ou si vous travaillez depuis un tableau Excel, il faut être capable de créer un petit peu d'algorithmie pour faire ressortir ces choses-là. Alors, pour nous, c'est assez facile, c'est notre métier. Votre système d'information n'a pas forcément les compétences pour le faire, ou alors faut tâtonner un petit peu, mais voilà, il faut mettre en place des mécanismes pour ressortir les atypies et également les associations des interventions. Les 2 autres préconisations qu'on pourrait mettre en avant, c'est vraiment de communiquer, auprès donc des équipes paramédicales, l'intérêt qu'il y a à faire un recueil propre. Aujourd'hui en salle, ça peut aller un peu vite, on peut avoir une certaine pression avec un chirurgien qui, voilà, qui nous speed tout simplement parce qu'il faut enchaîner les patients, parce que la priorité, c'est de s'occuper d'un patient qu'on va inciser. Donc ça, on l'entend tout à fait. Toutefois, les équipes au bloc, quand elles vont saisir les recueils d'informations sur les feuilles d'écologie, sur les cahiers de bloc ou alors sur le logiciel de bloc, faut qu'elle soit le plus consciencieux possible. Et en fait, pour ça, il faudra expliquer que si on a des recueils propres, on pourra faire des indicateurs derrière et que ces indicateurs vont permettre de bien situer la performance de l'établissement et en bout de chaîne, de prendre des décisions et en particulier sur la qualité de vie au travail. Donc si, je sais pas, on peut imaginer que des infirmières sur une spécialité aient beaucoup de débordements, donc finalement finissent plus tard que prévu, donc ça impacte la vie de famille, ça impacte la récupération des enfants, ça impacte sur la famille. Donc, leur expliquer que l'objectif de ces recueils sera de clarifier la situation pour assainir le comportement de la spécialité ou du chirurgien pour que les horaires soient, si possible, respectés. Donc voilà, faire passer un peu des messages de ce type-là.
Faudra être, bien entendu, capable de valoriser aussi les équipes qui sont en charge de cette mission de correction des recueils. Comme je vous le racontais, c'est quelque chose qui est assez peu valorisé et assez peu enfin, très ingrat et finalement, c'est quand même le maillon enfin, le maillon, le prérequis pour lancer la démarche. Donc voilà, souligner le bon travail qui est effectué dans ce sens-là. Donc vous pourrez toujours pas répondre à cette question, je ne sais pas pour quelle raison. Olga, si tu es en ligne, tu peux essayer de farfouiller un petit peu, voir, si ça marche conversation ou pas, puis si ça marche pas, bah, tant pis. Donc voilà, je voulais savoir sous quel délai étaient produits, vos indicateurs. Alors je peux extrapoler vos hop, j'ai un petit question-réponse par un logiciel. Hop, quel logiciel madame Bisbal? Hop. Et donc, voilà, donc on peut produire les indicateurs donc dans un certain rythme, sur un certain délai. Généralement, on se rend compte que c'est un délai d'un mois, voire 2 ou 3, que parfois, en fait, certains sont sur des délais d'une semaine, ce qui est bien mieux. Et en fait, voilà, c'est ce que je veux mettre en avant, c'est qu'il est essentiel d'aller vite sur le traitement de la donnée. Donc on a une équipe qui va corriger très rapidement, les données pour, en fait, produire très rapidement des indicateurs. Parce que si finalement on n'est pas réactif, bah, ça va pas être très, très opportun par la suite de prendre des décisions. C'est ce que j'explique, là-dedans, c'est que si finalement et ça, c'est des choses qu'on voit vraiment de façon récurrente. Si j'étudie le mois de février au mois de mai, pour prendre une décision, ça sera aucun intérêt ni aucun crédit. Donc il faut chercher à aller le plus vite possible sur le traitement d'informations pour pouvoir produire l'indicateur. Et il va aussi, ben, va falloir se concentrer à ne pas rattraper le retard. Bien souvent, on voit des établissements qui ont 3, 4 mois de retard sur la production de leurs indicateurs et qui vont, chercher quand même à corriger, les recueils des 4, plus vieux mois. Allez plus vite, vous corrigez le dernier mois et le mois en cours et vous rattraperez le retard si vous avez le temps en fait des mois précédents, sur une autre période. Parce que finalement, enfin ça aura pas d'intérêt encore une fois de savoir ce qui s'est passé en février. Là pour le coup, il faut aller vite dans la réactivité pour pouvoir animer la réunion de régulation et animer le conseil de bloc. Hop, mensuellement, là les dernières données datent du mois d'avril. Oui, oui, bah, c'est ce que j'expliquais à l'instant, c'est que voilà, malheureusement vous êtes un peu contraint. C'est que le temps de retraitement des informations, voilà, ça a pas été valorisé. Il y a pas beaucoup, en fait, d'appétence ou d'intérêt mis dessus et finalement, on considère que c'est pas prioritaire, donc on vient à prendre du retard et puis une fois qu'on est en retard, l'habitude est prise et on fait plus grand chose. Donc voilà, essayez d'être réactif et je vous expliquerai dans les précaux, sur ce sur quoi on peut aller. Donc les précaux justement, moi je vous invite à faire ce qu'on appelle de l'intégration continue. Donc de récupérer les données tous les soirs pour les faire mouliner. Donc mettre en place, on en parlait dans les prérequis, mettre en place un système, une gouvernance pour, corriger les données et donc pour le coup, bah, il y a des règles à mettre en place qui seraient peut-être extraction tous les soirs pour correction des atypies le lendemain matin, afin de pouvoir être certain d'avoir des éléments objectifs pour la réunion de régulation du mercredi ou du jeudi, par exemple. Et si vous avez, fait le constat qu'il y a trop de recueils à corriger et qu'en fait, ça va vous prendre un temps monumental, bah, concentrez-vous finalement dans un premier temps sur 5 informations minimum qui sont déjà bien suffisantes pour piloter son bloc opératoire. C'est l'heure d'entrée, l'heure de sortie, la date, la salle et le chirurgien. Faites l'effort de corriger ces 5 informations et après, incision, induction, fermeture, là, ça permet de mesurer des temps peau à peau et des temps interpatients, donc la qualité des gestes, on va dire plus ou moins, ou en tout cas des enchaînements, mais ça va moins traduire un dysfonctionnement organisationnel. Donc concentrez-vous, si vous êtes en retard ou s'il y a beaucoup de temps qui est mis sur les corrections de recueil, aux 5 informations, je les répète, heure d'entrée, heure de sortie, date, salle et chirurgien tout bêtement. Avec ça, vous pourrez déjà avoir des taux d'occupation, de vacation, des taux d'activité ressources, enfin des indicateurs extrêmement pertinents. Donc comme je vous le disais, mettez en place des systèmes, corrigez, chaque soir ou chaque matin et faites en sorte d'avoir les données les plus fraîches pour préparer et animer le conseil de bloc. Je ne vais pas vous dire de ne pas, animer un conseil de bloc avec des données qui ont 3 mois, mais derrière la portée sera vraiment moindre et on est à peu près certain d'avoir aucune adhésion sur une prise de décision. Et si vous voyez que de façon récurrente, donc vos données sont impropres, qu'il y a beaucoup, alors qu'il y a, je sais pas, imaginons, 15 à 20 d'erreurs sur vos recueils, c'est important de faire un audit des gisements de données. Donc de voir pourquoi finalement tous les mois je suis à 15 ou 20 d'erreurs. Parce que c'est pas normal d'avoir autant d'erreurs. Il faut pouvoir mettre en place derrière finalement
un reparamétrage du logiciel ou une nouvelle sensibilisation des équipes pour que finalement ce volume d'erreurs diminue. Si tous les mois vous avez le même nombre d'erreurs, il y a un moment où voilà, c'est sûr que c'est épuisant. La norme, c'est d'avoir entre 3 à 5 d'erreurs, c'est quelque chose qui est assez normal et qui est assumable. Et puis bien entendu, quand on parle d'un petit établissement ou d'un CHU, si on est sur 20 d'erreurs sur un CHU, vous imaginez bien que voilà, les bras vont, voilà, vous allez vous couper les bras et les jambes et ça sera impossible en fait de pouvoir, vous mobiliser sur une tâche aussi conséquente. Nouvelle petite question, alors si jamais en cours de route vous souhaitez, prendre la parole, vous me faites un petit coucou, vous mettez dans questions-réponses, on va continuer comme ça puis on s'accordera du temps par la suite, mais si jamais il y a déjà des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Donc je voulais savoir quelles, sont les prises, non, quand sont prises vos décisions relatives à l'organe du bloc opératoire et si elles sont prises sur la base des indicateurs de bloc? Donc quand je dis quand, c'est pas le jour, mais c'est dans quelle instance, par exemple? Si vous répondez pas, vous inquiétez pas, j'avais prévu extrapoler d'éventuelles réponses de votre part. Donc quand, c'est où et à quel rythme? Donc les 2 erreurs à ne pas faire: ne pas aller vite sur la prise de décision et chercher le consensus. Donc, de la même manière où on a cherché à produire des indicateurs, enfin à corriger très rapidement et à produire des indicateurs rapidement, il va falloir en fait rythmer, sur, de la même façon la prise de décision. Donc, c'est ce que je vous explique ici, il ne faut pas attendre un consensus ou l'aval de la direction pour prendre une décision. Si on a une info qui est fiable, qui me permet de répondre à un dysfonctionnement, il faut agir, le plus tôt possible plutôt que d'essayer de laisser la situation se dégrader. Et donc, enfin, il faut vraiment en profiter pour agir. Et donc, il faut bien comprendre que finalement, toutes les décisions vont pas demander le même niveau d'implication et parfois on donne, un niveau d'importance disproportionné à des décisions qui sont tout à fait futiles. Je reviens sur votre question après. Donc on donne, une importance, disproportionnée à des décisions qui sont futiles, donc il faut faire le tri sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et après, en fait, vous pourrez identifier les décisions qui doivent faire l'objet d'un débat en groupe et celles que vous pouvez prendre rapidement et de manière autonome. Ça va faire gagner du temps à beaucoup de personnes. Donc vous me demandez, nous aurions aimé que les indicateurs soient plus exploités dans la prise de décision au bloc, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et ben, en fait, on va en parler par la suite sur la façon de faire pour tenter d'intéresser tout le monde et de faire en sorte que les gens s'approprient, en fait, les indicateurs et les sujets, en fait, de prise de décision. Il y a des petites choses, en fait, qui sont assez, tarte à la crème et très, très simples. Je ne suis pas plus intelligent que vous, mais c'est juste, en fait, voilà, des bonnes pratiques et du bon sens dans les recommandations que je vous proposerai par la suite pour régler, entre autres, ce problème. Donc si je veux aller vite et pouvoir prendre des décisions de manière autonome et fiable, va falloir en fait qu'on puisse déjà dans un premier temps clarifier les rôles. Si je veux prendre des décisions, il faut que je sois légitime pour pouvoir prendre, des décisions. Est-ce que le DG en fait m'a donné son accord? Donc il y a déjà aussi encore une question de gouvernance à mettre en place. Donc il faut clarifier les rôles sur qui corrige, qui manipule, qui décide, si on décide sur quel niveau. On verra par la suite qu'il y a différents types de décisions suivant les fonctions qu'on va avoir. Donc voilà, important dans la gouvernance de clarifier les rôles. C'est quelque chose qu'on peut voir, durant les instances pour voilà, ça peut être l'ordre du jour d'un conseil de bloc en disant: «On va mettre en place une démarche d'amélioration continue. Le cadre est légitime pour ça, ça, ça. Le chirurgien référent est légitime pour ça, ça, ça», et cetera, et cetera. En autre préconisation, je vous invite à préparer un mémo, donc j'en reparlerai encore par la suite avec des devoirs. L'idée, ça sera, encore une fois, enfin, si on veut aller vite, faut pouvoir, avoir préparé en amont, par exemple, du conseil de bloc, un mémo qui va reprendre les points clés des dysfonctionnements et qui va donner des tâches, donc c'est les fameux devoirs que j'évoque, à un chef de service, un chef de pôle, un chirurgien ou peu importe. Et puis aujourd'hui, on est abreuvé de mails, donc parfois parfois on répond pas, parfois on note, d'y répondre plus tard. Donc moi, je vous invite, dans vos mails, quand vous allez prendre une décision et que vous avez quand même besoin parfois d'un semblant d'aval d'un collaborateur ou d'un collègue et que, vous souhaitez un petit peu de réactivité, utilisez le sauf avis contraire d'ici demain, enfin on peut être un délai. Sauf avis contraire d'ici demain, je prendrai la vacation d'orthopédie pour la donner en fait, à la gastro, par exemple. Et donc s'il y a pas de réponse, vous savez que ça a été validé. Et si jamais ça a été validé parce que la personne n'a pas lu le mail,
ce sera l'occasion d'en reparler par la suite sur le processus et de dire: «Bah oui, mais je t'ai informé, donc voilà». Mettons en place des trames qui permettent à chacun de valider les étapes. Hop, oui, il y a un petit truc que je voulais quand même rajouter, en fait, avant, c'est, les types de décisions. J'en ai déjà parlé, en fait, auparavant dans d'autres webinars. C'est les décisions de type 1 et les décisions de type 2. Donc les décisions de type 1, elles sont permanentes, alors que les décisions de type 2 sont réversibles. Donc les décisions de type 1, ça va être, je vais faire la charte de bloc. Voilà, c'est quelque chose qui est figé sur une période d'un an ou plus. Et les décisions de type 2, c'est quelque chose qui va être fait, en fait, enfin, des décisions qu'on va prendre beaucoup plus rapidement, enfin, aussi rapidement que possible, parce que finalement, si ces décisions, elles échouent, bah, on pourra en tirer une leçon qui va nous aider à prendre de meilleures décisions par la suite. Donc si jamais, comme on le disait à l'instant, on veut faire un transfert de vacation d'une spécialité à une autre, on sait que c'est pas critique a priori pour la patientèle, ni critique pour la santé du bloc opératoire, ni critique pour, l'activité au sens global. Donc on peut se permettre, en ayant mis tout le monde d'accord, de faire un transfert de vacation, par exemple. Et si on se rend compte le mois d'après que ce transfert a été au déficit et au détriment de l'activité, voilà, on peut revenir dessus et proposer cette vacation à une autre spécialité ou améliorer les choses. Donc voilà, notre nouvelle question, qui a accès aux indicateurs de bloc? Donc là, je parle de la production de vos indicateurs, pas les rapports que vous pouvez envoyer, en pièce jointe dans vos mails. Alors j'ai bien remarqué que vous ne sautiez pas sur l'onglet conversation ou questions-réponses pour répondre, donc on va continuer comme ça, je m'adapte. Alors, l'erreur numéro 6, c'est donc, la limitation de l'usage à 2 ou 3 sachants. Bien souvent, cadre de régulation. OK, donc ça va exactement dans ce que j'évoquais, c'est qu'aujourd'hui, on limite l'usage à 2 ou 3 sachants, au bloc qui ont accès soit au tableau Excel, mère, soit en la solution de BI, soit à Performance Block, et donc c'est bien souvent les cadres qui ont accès à ces données. Parfois, on voit que les contrôleurs de gestion, ont également en fait accès à la donnée, mais voilà, c'est un peu léger. On sait que certains chefs de service ou certains chefs de bloc, représentants des chirurgiens qui ont une appétence particulière aux chiffres, peuvent avoir accès, mais bien souvent, c'est 2 ou 3 personnes. Et finalement, le poids des décisions et des analyses, et ben, elle va reposer sur ces 2 ou 3 personnes, et c'est pas possible. C'est pas possible de faire tourner un bloc opératoire qui représente 40 de l'activité ou des dépenses d'un CH, que ce soit porté en fait sur, 2 personnes qui en plus sont cadres ou contrôleurs de gestion, qui n'ont pas en fait le statut de directeur en fait de l'établissement, par exemple. Donc Heu, on sait que par habitude, bah, on va envoyer des rapports qui sont génériques au DG, au directeur référent, au DAF, et puis parfois on affiche des indicateurs en salle de pause qui sont accessibles aux équipes paramédicales ou aux chirurgiens. Mais finalement, voilà, c'est juste, de l'accès à de l'information. Donc faut faire en sorte de pouvoir développer l'usage, et la manipulation des données par, bah, des acteurs stratégiques du bloc opératoire. Donc, il faut pouvoir se reposer, et donc ça, c'est les choses que vous évoquerez en conseil de bloc. Donc voilà, c'est vraiment le conseil de bloc qui doit unanimement s'engager dans cette démarche-là et prendre l'habitude d'utiliser ces informations-là. Donc les préconisations, c'est déjà dans un premier temps de créer un binôme qui soit fort entre le cadre et le contrôleur de gestion, parce que c'est ce binôme qui, va essentiellement travailler sur la première partie qui est le retraitement de l'information, la fiabilisation des données et l'appairage des interventions ou vacations délocalisées. Donc on va créer un binôme fort, et quand je dis un binôme, c'est pas juste 2 personnes qui sont séparées, c'est vraiment faire travailler ces personnes en même temps sur la correction des données. Parce que la cadre est tout à fait légitime pour comprendre le fonctionnement d'un bloc opératoire et ses spécificités, alors que le contrôleur de gestion est tout à fait légitime pour manipuler des chiffres et manipuler une solution de business intelligence ou un tableau de bord ou un tableau Excel, par exemple. Donc c'est vraiment cette connexion entre les 2 qui va faire qu'on va pouvoir, d'une part, corriger correctement les données, mais en plus de ça, ça va être, bah, la première ligne pour pouvoir consolider les premiers rapports et tableaux de bord à partager par la suite selon des périmètres différents, pour forer les indicateurs et voir les premiers dysfonctionnements. Par la suite, donc il faut être en capacité de pouvoir créer un pôle de décision par compétences, responsabilités et centre d'intérêt. Le conseil de bloc, comme je vous racontais, doit être unanimement en fait utilisateur et manipulateur de la donnée, et les chirurgiens, à minima, doivent être, doivent pouvoir consulter, l'information. Est-ce que vous avez des tableaux de bord personnalisés? Et je parle également à mes clients.
que si c'est pas le cas, ça va être ronchon. Donc, bien souvent, on va consommer de l'info que j'appelle fourre-tout, qui est assez commune à tous. Comme je vous racontais tout à l'heure, on envoie un rapport global et un peu costaud d'ailleurs, qui peut faire plusieurs onglets sur un tableau Excel, au DG, au DAF, au chirurgien, au référent, au cadre. Un document qui est commun. Et en fait, bah, ces personnes-là, qui vont recevoir qui va être à destination de ce document, elles peuvent s'y intéresser partiellement ou totalement ou alors, juste vouloir une information spécifique là-dedans et ne pas pouvoir rentrer dans le détail des fonctionnements ou des dysfonctionnements. Donc, je vous disais tout à l'heure par rapport aux décisions, il y a 2 types de décisions, mais il y a en fait également des familles de décisions qui sont les décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles. Donc forcément, si je suis DG, je vais être sur quelque chose de plutôt stratégique. Si je suis chef de pôle sur du tactique et sur en fait, si je suis cadre, je vais être sur de l'opérationnel. Donc forcément, mon périmètre ne sera pas forcément le même. J'aurais pas forcément envie de voir des indicateurs médico-économiques si je suis cadre de bloc, mais plutôt des indicateurs relatifs à l'organisation ou la désorganisation. Et donc, finalement, un tableau de bord générique, c'est une info, c'est pas un outil de prise de décision. Et en fait, ce qu'on veut à travers les indicateurs, c'est de prendre des décisions. Donc, personnaliser des tableaux de bord, il faut que chacun, si possible, avec, l'appui du contrôleur de gestion, puisse construire ses propres tableaux de bord pour identifier les réussites et les axes d'amélioration qui le concernent. Encore une fois, je suis DAF, il y a une désorga sur, les taux d'occupation des vacations, par exemple. OK, très bien, ça, c'est quelque chose qui va intéresser le cadre. Moi, ce que je veux, c'est mes ICR et mes indicateurs médico-économiques, par exemple. Si je suis DG, je veux plutôt, en fait, des tendances d'activité, savoir si d'un mois à l'autre, j'ai eu, en fait, bah, une activité qui est allée vers le haut ou vers le bas, si mon niveau ambulatoire a changé ou pas changé, si finalement mon staff est suffisant pour assumer l'activité, de patientèle qui a été ciblée. Pour les mettre en perspective. Donc, tout à l'heure, on parlait d'étudier un mois, par exemple. Ben, voilà, si j'ai un problème sur le mois de septembre, bah, ça va pas être le même problème sur le mois d'octobre. Normalement, je suis censé, en fait, avoir réglé ce problème-là. Si le problème de septembre, il perdure, bah, c'est soit qu'il y a pas eu de décision, soit, en fait, que la décision est à changer. Donc voilà, il faut vraiment toujours pouvoir faire en sorte de personnaliser. Voilà, le tableau de bord de septembre n'est pas forcément le même que celui d'octobre ou celui de novembre. Et puis l'organisation, enfin, elle bouge. Peut-être qu'il y aura des périodes de congé, peut-être que je vais avoir des recrutements entre-temps, peut-être que je vais avoir, le développement d'une nouvelle spécialité, peut-être que j'ai des contraintes, en fait, sanitaires qui font que ci, que ça. Donc voilà, faut adapter ces tableaux de bord par rapport à ses objectifs, ses cibles et par rapport, en fait, aux problèmes du moment. Et donc ces tableaux de bord ne doivent pas être figés. Donc nous, on propose des packages de tableaux de bord à nos clients. Après, bien entendu, à eux d'aménager des choses spécifiques en fonction de ce qu'ils font. Et donc quand je dis que les tableaux de bord doivent être mis en perspective, c'est qu'un tableau de bord, ça se lit jamais seul. Enfin, un indicateur, ça se lit jamais seul. On doit pouvoir le comparer à d'autres indicateurs. Alors, ça sera peut-être un petit peu la soupe ce que je vais vous raconter, mais s'il faut, on pourra éclaircir ce point par la suite. Si je prends mon taux d'occupation de vacation et que je regarde tout seul, ça n'apportera rien. Si je prends mon taux d'occupation de vacation et que je le compare à mon taux d'activité ressources, qui est savoir si j'ai le bon dimensionnement RH et que je le compare également à mon taux d'activité en vacation, savoir si j'ai bien travaillé dans les bornes 8 heures, 18 heures par exemple, alors l'interprétation en fait sera tout à fait différente. Parce que je peux très bien avoir un taux d'occupation de vacation de 85, mais pourtant travailler comme un cochon avec mes RH. C'est-à-dire que je vais, soit trop les mobiliser et soit ou alors ne pas les faire travailler au bon moment. Donc voilà, toujours, pondérer et nuancer, mettre en fait en perspective, comparer une spécialité avec une autre, comparer en fait mon mois de novembre avec le mois de novembre l'année N-1 ou avec le mois passé, heu, comparer par rapport en fait à un type de prise en charge, voilà, mettre en perspective. Est-ce que vous avez des objectifs liés à l'organisation du bloc opératoire et si oui, lesquels? Alors là, je ne vais pas vous faire répondre parce que vous ne répondez pas, mais ce que je voulais vous faire dire, en fait, c'est finalement, je voulais que vous me disiez que vous avez des objectifs, en fait, assez généraux, globaux. Par exemple, me dire que, bah, voilà, vous avez, pour objectif d'assurer une bonne prise en charge des patients, d'être rentable, d'occuper correctement vos vacations. Et en fait, ben, voilà, moi, je veux qu'on aille plus loin que fixer des objectifs de bonnes intentions.
Parce que bien entendu qu'améliorer l'occupation du bloc opératoire, ça doit être, un leitmotiv. De la même façon, réduire les débordements, ça doit être une préoccupation constante. C'est pas un objectif, c'est juste dans le cadre de mon travail. Je ne peux pas accepter que ça déborde sans arrêt. Améliorer la prise en charge du patient, bah, c'est une évidence. On n'a pas enfin, on souhaite tous, que tout se passe au mieux et dans les meilleures conditions pour le patient. Donc finalement, va falloir se fixer de réels objectifs et de réelles cibles. D'où les tableaux de bord personnalisés qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc on a par exemple le sacro-saint, 85 d'occupation qui est proposé par la NAP. Alors ouais, c'est un objectif en soi, mais finalement, est-ce que c'est le bon objectif et la bonne cible à atteindre? Parce que finalement, d'une spécialité à l'autre, si je prends l'ophtalmo, qui est une chirurgie hyper réglée et que je la compare en fait à la traumato, enfin oui, l'ortho qui a son lot d'urgences à prendre en charge et ben, voilà, un 75 est peut-être déjà un bon chiffre pour l'ortho. Alors qu'en ophtalmo 85, bah, peut-être qu'un 90 est la cible à atteindre. Pareil, si j'ai en fait un chirurgien qui vient d'arriver, qui connaît pas encore l'organisation, est-ce que tout de suite il est sur des standards hauts? Est-ce qu'en fait on le fait progresser, pas à pas? Enfin voilà, après aussi si, je lance une nouvelle section d'ambulatoire, bah, comment est-ce que je fais pour atteindre un certain en fait, niveau, d'ambulatoire? Enfin voilà, fixer, des échéances et des cibles atteignables. Donc dans mes préconisations, ce que je vous dis, c'est que finalement, on va pas pouvoir se fixer des objectifs sans savoir ce qui va bien ou ce qui va moins bien. Donc, c'est pour ça que vous devez avoir vos tableaux de bord personnalisés qui vont vous permettre d'avoir en un regard et 2 ou 3 clics, bah, de voir les bons fonctionnements et les moins bons fonctionnements, voire les totals dysfonctionnements. Et dans ces cas-là, bah, on peut mettre du rouge, du vert, hein, si vous voulez. Bah, ce qui est en rouge, on identifie des choses qui ne correspondent pas à la norme souhaitée et donc là, ça me permet de rentrer dans l'indicateur, donc de forer cette question. Alors idéalement, dans un cube décisionnel comme nous on le fait, donc on va pouvoir dire: «Bah, voilà, je vois que j'ai un problème sur le niveau de la spécialité». Je vais rentrer en fait au niveau de l'opérateur, par exemple. L'opérateur, je vais voir sur tous les jours de la semaine comment ça se passe. Ça va bien tous les jours sauf le mercredi. Le mercredi, le problème c'est quoi? Ah oui, bah, ça finit plus tôt en fait, il y a forcément la fin précoce, la vacation allant jusqu'à 18 h, bah, lui, il s'arrête systématiquement à 16 h et donc bah, je vais regarder tous les mercredis de ce chirurgien-là. Ce qui va me permettre en fait d'avoir une cible et un objectif précis, c'est voilà, arrêter les débordements le mercredi avec ce chirurgien et donc selon quel, procédé? C'est soit en vérifiant sur la programmation que le volume de programmation est habituel par rapport aux autres jours, soit en fait en vérifiant que les durées, paramétrées sont les bonnes, soit enfin, ou alors de dire que l'objectif va être de donner les 2 heures supplémentaires qui ne sont pas occupées à une spécialité qui sera en demande, auquel cas, il faudra que vous ayez une vue graphique pour voir comment est-ce qu'on fait, un système de vases communicants. Faut être capable donc de gérer en fait des petits, projets de manière autonome. Donc voilà, ce que je vous racontais, c'est, aller voir revoir le paramétrage du logiciel si on voit que systématiquement, mes temps d'intervention sont plus longs, plus courts que la réalité. Donc là, c'est une tâche qu'on va pouvoir déléguer au RSI, par exemple. Et puis donc les grands travaux, c'est tout à l'heure quand je vous parlais donc des décisions de type 1 et type 2, donc type 2 réversible et des type 1 permanente. Donc les grands travaux, on va plutôt rapporter ça aux décisions de type 1, des choses en fait qui sont figées dans le marbre, comme, finalement, les problèmes de vacation vide. On voit que systématiquement sur certaines spécialités, on a un taux de vacation vide qui est important, qui est, lié à l'annonce des congés ou l'annonce des séminaires, ce genre de choses et qu'à chaque fois on se retrouve à avoir des RH paramédicales qui sont présents alors que le chirurgien n'est pas là et que son annonce a été trop tardive. Donc là, bah, on peut imaginer que le conseil de bloc, a préparé ce sujet et qu'on a, décidé de revoir dans la charte de bloc ou en fait dans différentes instances, des règles de dépose des congés sur un délai de 3 mois ou 6 mois et qu'on va créer aussi un planning en fonction des périodes creuses et des périodes hautes, enfin, en fonction de la saisonnalité, des choses qui méritent un consensus plus global. Donc ça peut arriver qu'il y ait des sujets de ce type-là. Donc là, il faut les préparer et donc il ne faut pas évoquer le sujet en conseil de bloc. Il faut déjà que des préconisations et des conseils aient été créés, en amont de cette réunion et communiqués à l'ensemble des parties prenantes afin que le jour du conseil de bloc, on prenne une décision.
Alors là, c'était un petit peu la question, enfin la remarque en fait, avez-vous donc observé des cas où des membres de votre équipe ont résisté aux changements proposés sur la base des indicateurs? Et tout à l'heure, on m'a dit que voilà, qu'on aimerait que les indicateurs soient plus exploités lors de prise de décision au bloc, mais pour moi, ce n'était pas le cas. Donc en fait, on est un petit peu dans la même veine. D'un côté, en fait, il y a pas vraiment d'adhésion, pas forcément d'appropriation ou d'acculturation ou d'intérêt, et de l'autre côté, en fait, c'est, bah, finalement, j'ai pas pu prendre de décision parce que ça fait pchit en face, ça percute pas. Et donc là, bah, il y a plusieurs raisons, hein, mais là, pour le coup, l'erreur, c'est qu'on utilise des indicateurs qui sont parfois trop complexes face à des interlocuteurs qui ne sont pas formés. Là, tout à l'heure, alors certains de nos clients vont connaître, les taux d'activité ressources et les taux, d'activité en vacation. Et c'est vrai que voilà, en réfléchissant un petit peu, taux d'activité ressources, on fait un parallèle, taux d'activité en vacation, on comprend ce que ça veut dire. Mais, finalement, je peux vite vous perdre et voilà, si je vous dis: «Bah, voilà, il faut améliorer le taux d'activité ressources» parce qu'on sent en fait que, les équipes paramédicales vont péter en vol, parce qu'on est à 130 de taux d'activité ressources et qu'on tire trop sur la corde. Vous allez pas être capable de me dire si 130 c'est beaucoup ou pas beaucoup, si c'est normal sur, je sais pas moi, la gynécologie, et si c'est anormal en fait en ophtalmo. Donc voilà, finalement, on utilise des termes qui sont parfois un peu, voilà, un peu pompeux et c'est surtout qu'on a des personnes en face qui n'ont pas été formées. Donc dans un premier temps, déjà, chercher à réduire le nombre d'indicateurs. Nous, sur notre plateforme, on peut mettre à disposition jusqu'à 301 indicateurs, je crois, parce qu'on s'est rentré très, très finement dans le détail de beaucoup d'organisations. Mais on n'invite personne à utiliser les 300 indicateurs. Nous, on est capable de tous les utiliser, on les maîtrise tous, on les connaît tous, mais on va vraiment se concentrer sur un socle de 3 indicateurs clés et à côté de ça, 7 à 8 indicateurs supplémentaires qui vont mettre en évidence les débordements, les vacations vides, les fins précoces, les temps interpatients, des choses en fait que tout le monde va maîtriser sur des dysfonctionnements en fait, assez classiques. Donc voilà, réduisez le nombre d'indicateurs, formez vos équipes. Alors quand je dis former vos équipes, bah, nous dans notre plateforme par exemple, on a des petits tutos, on a des petits learnings, on a des exercices qu'on fait faire, à nos clients. L'idée c'est de les former pour qu'ils puissent comprendre, bah, ce que signifie sur le plan méthodologique telle ou telle notion. C'est aussi les former à la manipulation d'une solution de BI, du faire du glisser-déposer, de rentrer dans un indicateur, de rentrer dans une question, de comprendre ci, de comprendre ça. Et puis, rendez les lectures graphiques. Hem, on a 2 secondes, je vais le faire. Hop, je vais aller sur la plateforme. Donc là, vous ne voyez pas encore, je partagerai. Hop. Voilà, je vous partage mon écran. A priori, vous devez le voir. Ouais, ça va être bon. Donc, dans les indicateurs, on a entre autres un indicateur qui s'appelle prévu versus réalisé. Et donc, là, on peut imaginer que sur l'arythmo, par exemple, bah, on parle de taux de fin précoce ou de taux de débordement, donc là, c'est avant TVO, par exemple, et de taux d'occupation de vacation. Donc là, on est sur un taux d'occupation de vacation qui doit être aux alentours de 50, un taux de débordement, bah, pareil, 50, fin de donc débordement 5 et fin précoce aux alentours de 50. Donc ça, c'est des chiffres qui sont présentés dans des tableaux ou dans des graphiques. Mais là, l'idée, c'est d'avoir une représentation visuelle pour dire, bah, voilà, en rythmo, alors je ne sais pas pour le coup ce que ça va donner, hein, sur les autres jours de la semaine, mais le mardi, ça va pas et qu'est-ce qui se passe le mardi d'après? Bon, bah, il complète un petit peu mieux, donc l'exemple était pas bon. Mais l'idée, c'est d'avoir bah, là, il complète encore plus. C'était d'avoir une vue graphique qui puisse, symboliser assez rapidement ce qui se passe sur mon bloc opératoire. Donc là, de la même manière, on voit que Duval n'occupe pas comme il faut. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de lui montrer d'avoir une vue graphique en fait qui, synthétise tout ça et puis là, bah, par exemple, si jamais j'avais, le besoin ici, je vois que j'ai, de l'activité supplémentaire, j'ai beaucoup d'activités qui ont lieu l'après-midi. Je vois en fait le docteur Meurice et je vois ici, en fait, que l'ORL ne complète pas tout à fait, enfin, pas complète partiellement son créneau, en fait, de la salle 4. Donc voilà, la réflexion serait peut-être de dire, bah, finalement, l'ORL, est-ce qu'il y a possibilité de mettre sa vacation l'après-midi? Auquel cas, ça serait une demi-vacation d'après-midi et le reste du temps serait offert au docteur Meurice avec les mêmes équipes paramédicales. Encore faut-il que les équipes paramédicales soient, capables de passer d'une chirurgie à l'autre et que les salles permettent aussi, en fait, de passer d'une activité à l'autre.
Donc voilà, ce que je voulais vous montrer rapidement. Donc ça, c'est une vue graphique qui est plutôt simple et appréciée. Hop, donc on va retourner à la page, je ne sais plus laquelle. Donc on réduit, on forme, on rend des lecteurs graphiques et on nomme aussi donc des référents. Donc des références, ça peut être des références sur les corrections de données. Ça peut être des, références sur des notions méthodologiques. Il y aura le référent indicateur organisation, le référent case mix, le référent enfin, on peut créer en fait des référents, des spécialistes en fait, de plusieurs thématiques. Et ce qui finalement, ben, fait qu'au sein de votre établissement, quand vous avez une question spécifique, alors nos clients peuvent nous poser, des questions et il y a un chat, «Je comprends pas ci, je comprends pas ça». Mais si vous n'êtes pas client, bah, faut pouvoir poser la question à quelqu'un d'autre qu'à chaque fois le cadre ou le contrôleur de gestion. Donc savoir, bah, voilà, j'ai tel ou tel souci, je ne comprends pas ça, quel serait l'indicateur qu'il faudrait aller voir? Et les références seront capables de vous dire ce qu'il faut suivre comme information. Comment communiquez-vous les résultats de vos indicateurs, des indicateurs de performance. Alors, par la manière de communiquer les résultats, j'imaginais comme réponse que c'était, bah, j'envoie un rapport par mail ou, je les présente en conseil de bloc. Et finalement, bah, l'erreur numéro 10, c'est qu'on se retrouve face à une communication inefficace ou non efficace, c'est comme vous voulez. Et bah, finalement, voilà, ça imprime pas. J'expliquais tout à l'heure qu'on envoie un mail. Bah, en fait, on se retrouve, noyé dans des flux de mails, on les lit pas tous, on reçoit des pièces jointes, parfois la pièce jointe n'est pas toujours lue. Moi-même, j'envoie en fait des documents en fait par mail et je sais que finalement, bah, c'est plutôt un prétexte pour, garder contact avec une personne, mais que la pièce jointe n'est pas toujours ouverte ou lue. Voilà, qu'on a tous, nos téléphones, on a nos WhatsApp, on a en fait les messageries professionnelles, les personnels, on a les mails, on a de l'information en fait, à plus savoir qu'en faire. Donc privilégier en fait le face à face et bah, typiquement c'est ce que j'y par la suite, c'est, impression et livraison en main propre. Si vous avez une information extrêmement importante, si vous avez produit un mémo sur lequel vous voulez qu'une attention particulière soit apportée par telle ou telle personne, voilà, imprimez ce mémo qui va faire 3 4 pages, allez dans son service ou allez le voir. Alors, on vous demande pas en fait de faire le tour du bâtiment si c'est voilà, mais trouver le moment en fait pour le voir, pour lui remettre en main propre si possible et en lui expliquant: «Bah, voilà, j'ai rédigé un mémo dans lequel tu as 3 devoirs à faire, 3 tâches, dont tu es désormais le gestionnaire. Merci de prendre le temps en fait de lire ce document-là». Donc voilà, on revient finalement maintenant à des principes qui, à l'époque on voulait plus imprimer, maintenant on se dit que l'impression en fait n'est pas si mal que ça. Et si, voilà, vous voulez toujours continuer en fait, à fonctionner par mail et ce qui est inévitable, faites un gros travail sur l'objet du mail. Si c'est uniquement marqué, rapport conseil de bloc, enfin voilà, je sais que je vais recevoir un conseil de bloc, mais un rapport conseil de bloc, mais je vais pas savoir que j'ai une tâche, qui m'a été assignée par rapport à ce document. Donc il y a des chances que je vois ça, que je le mets en fait en non lu et que finalement le jour du, conseil de bloc, peut-être que j'imprime ce rapport ou que je l'ouvre quand je serai en fait en salle de réunion de conseil de bloc et de voir que: «Ah bah non, il y avait quelque chose qui était à faire pour aujourd'hui». Donc dans l'objet du mail, vous pouvez préciser: «Tout doux pour le X jour», suite à l'analyse de la pièce jointe. Quelque chose de plus court, mais voilà, mettez vraiment quelque chose en objet avec, to do, urgent, marche plus trop non plus, mais voilà, to do, avant telle date. Et donc, mémo et préparation des devoirs, ça, c'est des choses que j'avais déjà présentées et évoquées durant des webinaires, précédents. Et comme je vous le disais, donc il y a le binôme fort, cadre et contrôleur de gestion, qui vont pouvoir pré-mâcher une partie du travail pour l'ensemble de l'équipe du conseil de bloc. Et l'idée, ça va être de pouvoir référencer l'ensemble des fonctionnements et des dysfonctionnements, de saluer les réussites et de s'inquiéter, en fait, de ce qui ne va pas ou qui va moins bien et de dire: «Bah, voilà, là, j'ai un problème sur le paramétrage, je donne une tâche, en fait, au RSI. Là, j'ai un problème, spécifique sur une spécialité qui n'a pas beaucoup de TVO, je vais laisser le chef de service autonome sur la prise de décision, mais par contre lui signifier que là, il y a beaucoup de fins précoces et qu'il devrait agir pour résolver le problème. Les TVO de telle ou telle vacation sont plus importants, donc finalement, je prépare une tâche pour moi, cadre, mais également pour le chef de pôle avec qui, bah, je définis un moment de travail d'une quinzaine, trentaine, 1 heure de travail, peu importe,
pour analyser un dysfonctionnement. Comme on disait, depuis le tableau de bord, je rentre en fait dans l'indicateur. L'indicateur me met en évidence que sur telle spécialité, j'ai des problèmes de vacation vide, des problèmes d'interprétation, disproportionnés ou en tout cas hors normes et en fait, il va falloir faire pa un peu de dialogue de gestion auprès de telle spécialité ou tel chirurgien. Enfin voilà, on se fixe des, différents devoirs. Donc là, de la même manière, je peux vous envoyer un mémo par mail, si jamais vous me laissez vos coordonnées par la suite. Donc on a fait, 10 erreurs. Donc comme je vous disais, on aurait pu en mettre plus, on aurait pu en mettre d'autres. Donc là, juste pour le plaisir, j'ai rajouté trois types d'erreurs. Heu, alors je parle d'Excel et aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent sur Excel et je crache vraiment pas dans la soupe. Excel, c'est un excellent outil. Mais en fait, c'est un outil qui est utilisé à hauteur de 5 ou 10 de ses capacités et aujourd'hui, si je demande à la plupart d'entre vous de me produire des tableaux de bord, de rentrer dans le détail d'un fonctionnement, de créer en fait des macros, voilà, des tableaux, croisés dynamiques, ce genre de choses, il y a pas grand monde qui va se lever la main en disant: «Bah, moi, je peux le faire» ou «Moi, je veux le faire». Donc voilà, Excel, finalement, on en a un usage qui est assez domestique, où on fait 2 colonnes, voilà, recettes et dépenses pour savoir, en fait, si finalement le budget familial est respecté. Mais quand on veut commencer à produire des rapports et des tableaux de bord, l'outil Excel en est capable, mais on a bien souvent, les limites de temps ou les limites, de compétences. Deuxième erreur, c'était de pas utiliser Performance Block. Hop, on revient en arrière. Donc ça, vous avez bien compris que c'est a priori la solution que je vends. Donc voilà, je vous invite à me solliciter pour une démonstration si vous souhaitez voir un petit peu plus le fonctionnement de cet outil. Et la 13e erreur qu'on pourrait lister, en fait, on en parlait déjà un tout petit peu tout à l'heure, c'est de ne pas laisser de l'autonomie. Donc ça, c'est plus un message que je veux faire passer aux directions et aux chefferies de pôle. Voilà, faites en sorte de rendre, l'ensemble, la plupart du temps, vos équipes autonomes sur les prises de décision. Beaucoup de décisions peuvent être prises par, de multiples personnes. Elles sont tout à fait légitimes pour y arriver. Encore faut-il que le rôle soit clarifié, en fait, et qu'on l'autorise à décider de transférer des vacations, de réduire des vacations, d'affecter du personnel ailleurs, enfin voilà, différentes choses de ce type-là. Hop, alors, j'ai pas vu de qu'il y avait encore des donc oui, oui, pourquoi je sais pas, j'étais pas dedans. Très bien. Donc sur ce document, PD PowerPoint, j'ai rajouté en fait d'autres choses qui vous sont accessibles si vous le souhaitez. J'ai expliqué un petit peu, voilà, les quelques grandes règles. Donc, à savoir, voilà, on corrige 5 minutes par jour les recueils, on fait l'appairage, donc l'association des interventions délocalisées, ça prend 30 minutes par mois. On consulte les tableaux de bord, chaque semaine pour la réunion de régulation, donc ça, c'est les conseils, mais on peut faire encore plus. On consulte les rapports, conseils de bloc chaque mois. On prépare un rapport à la volée, donc ça, c'est le principe du mémo avec des devoirs pour tous et qu'on envoie en fait en amont et surtout, on décide, on décide, on décide. Et après, je vous ai parlé pourquoi ça veut pas? Hop. J'ai essayé 2-3 petits trucs en plus, entre autres le syndrome du canard et donc un parallèle entre l'école, primaire et un bloc opératoire. Donc pour ceux qui auront le document, vous aurez en fait dans les commentaires les informations. Voilà, j'en peux plus. J'ai tout fait, tout donné pendant 50 minutes. Comme je vous le racontais, j'ai la possibilité d'ouvrir le micro et la caméra pour ceux qui sont coiffés. Pour certains, si ça les intéresse en fait de nous faire part de leur expérience ou de rebondir sur des points qui n'ont peut-être pas été, suffisamment précis ou que vous souhaiteriez qu'on puisse approfondir. Donc, je reste en ligne et je regarde avec attention le canal conversation et questions-réponses si jamais je vois des gens me dire plus que merci, mais merci, c'est gentil. Et donc ceux qui veulent donc, le petit graphique pour comprendre l'association des interventions. Donc, il faut mettre un message appairage et votre mail derrière. Ceux qui veulent le PowerPoint de présentation, vous mettez présentation et votre mail derrière. Ceux qui veulent mon numéro de téléphone, il est là. Et donc vous recevrez un replay de la vidéo. Je reste encore, 2 minutes en ligne, puis après je raccroche.
Hop, je vous dis au revoir, à bientôt.